parole que vous me donnez sur le média en ligne 5 minutes pour le peuple. Je suis donc Monsieur Sir Nestor Quié, je suis acteur politique, président de l'association Congo Réflexion et Initiative. Je suis avec d'autres compatriotes sur la place de Paris, fondateur de plusieurs organisations politiques ici à Paris. Merci. Quel est votre regard sur la Constitution ou sur le débat qui est autour de la Constitution? Le débat sur la Constitution me paraît un débat qui est biaisé. Il est biaisé, il est hypocrite. C'est un débat qui a été, je dirais, initié par un groupuscule d'acteurs politiques voulant, s'il faut dire, pousser le chef de l'État actuel à violer la Constitution. La Constitution du 20 janvier 2002, sur laquelle le chef de l'État a prêté serment. Je pense que ce débat-là n'est pas posé dans les bons termes, en ce sens que la Constitution, je l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion de le dire entre-temps, ici sur la place de Paris, dans des manifestations politiques, que la Constitution était le texte fondamental. Le texte fondamental, dans la hiérarchie des normes juridiques, ça suppose que toutes les lois, les règlements dépendent de la Constitution. Je vais vous prendre un exemple assez facile pour comprendre un peu ce piège de la Constitution, en tout cas de ceux qui posent le débat de la Constitution. On nous dit le Congo aujourd'hui engrange un certain nombre de richesses. La Constitution avait été construite pour préserver la paix au Congo-Brazzaville à la sortie de la crise de la guerre civile de juin 1997. Il y a eu une transition et la Constitution, donc du 2 janvier 2002. On nous dit c'est pour la paix. Et quelques temps après, aujourd'hui, on nous dit, les mêmes qui finalement pensent à la place de tout le monde, que cette Constitution a déjà servi la paix, donc il faut, quand ils voulaient la modifier, mais ils se rendent compte quand même que ça ne suffit pas. Je tiens à préciser qu'à l'intérieur de cette Constitution du 20 janvier 2002, il est prévu sa modification. Donc nous ne sommes pas dans un débat dogmatique où on dit la Constitution elle est immuable, on ne peut pas la changer, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas l'amender. Non, c'est le faux débat. La Constitution en tant que telle est révisable. Elle est révisable, ça a été prévu, l'article 185 stipule les conditions de cette révision et les amendements, si possible, apportés, sauf pour ce qui concerne les droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits-là sont inaliénables, ce sont des droits universels, ça on ne touche pas. La liberté, la sécurité, le caractère sacré de la vie, le titre 1 qui fait que le Congo est un État laïque, une république une et indivisible, on ne touche pas à ça. Et, disposition très importante, le nombre de mandats successifs qui sont limités à 2. Donc, tout le reste, on peut changer. Donc, voilà pourquoi ceux qui voulaient initier la modification se rendent compte qu'ils n'atteindraient pas leurs objectifs. Voilà qui parlent du changement de la Constitution. Je donne un exemple, je disais tout à l'heure. Imaginez un malade, un patient, quelqu'un qui est chaque fois malade. Il a des malaises cardiaques, chaque fois des soucis, des étourdissements et tout. Et voilà que les médecins diagnostiquent un problème, par exemple, de malformation cardiaque. Ils lui mettent un cœur d'un donneur, ils le mettent. Au final, après une convalescence, la personne qui était souvent malade est guérie. Donc, plus de problèmes de malaise, etc., etc. Ok. Après, les mêmes nous disent que non, mais cette personne, c'est vrai que n'a plus de malaise, n'a plus de problème cardiaque et tout, mais on veut que ce soit un athlète qui doit courir très fort comme des champions d'athlétisme que nous connaissons. Alors, que faut-il faire? Il faut lui greffer des muscles, etc., etc., pour qu'il soit en mesure de courir très, 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 très fort. Donc, aujourd'hui, pour ce malade-là, il lui faut vraiment des bonnes greffes au niveau des jambes pour être un très bon athlète. Et les mêmes disent, bon, hier, on lui a mis un cœur pour qu'on soigne les problèmes cardiaques. Aujourd'hui, donc on lui enlève le cœur et puis on va lui greffer des muscles parce que ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit un bon athlète. Alors, est-ce que vous pensez que
ce malade-là, une fois qu'on lui retire le cœur qui servait donc à guérir les problèmes de malformation cardiaque, est-ce qu'il sera performant dans l'athlétisme? Je pense que ce n'est pas vrai. Donc pour ainsi dire, en ce qui concerne la Constitution, les personnes qui initient soit la révision ou le changement ne sont pas de bonne foi. Ils ne sont pas de bonne foi. S'ils étaient de bonne foi, ils comprendraient que la même Constitution a servi jusqu'ici, elle peut encore servir. Je crois que la révision pour amender cette Constitution ne peut se faire que sur la base d'un consensus large de la nation et d'une opportunité politique. Je m'explique. Imaginons qu'en 2016, il y a eu élection, il y a un nouveau président. Nous savons qu'il y aura un nouveau président qui sera élu après les élections présidentielles de 2016, puisque le président actuel ne peut plus se représenter. Vous voyez, aux États-Unis, le président Obama, c'est l'un des meilleurs chefs d'État aujourd'hui, mais à la fin de son deuxième mandat, par rapport à la Constitution, il ne peut plus se représenter. Donc, le cas du Congo, si demain il y a un nouveau président qui est élu, s'il a porté dans son projet la révision de la Constitution, il dit par exemple, si je suis élu, je proposerai une Constitution où le mandat sera de 4 ans, ou de 10 ans, ou de 15 ans, c'est sûr que lorsque le peuple va le voter, c'est sous-entendu que son projet qu'il a expliqué, il y a l'adhésion. En ce moment-là, ce chef qui a la légitimité qui vient donc d'acquérir nouvellement par le vote, convoque une assemblée constituante. Une assemblée constituante, c'est une assemblée qui doit construire une constitution. Donc cette assemblée se retrouve, se réunit, peut auditionner des experts, des juristes, des acteurs politiques et tout, élabore un projet et ensuite il est proposé au peuple, si il vote, il adopte, en ce moment-là, on a une constitution qui a été amendée sur des insuffisances qu'on aurait au préalable relevées. Donc, dans tous les pays, ça se passe comme ça. Voilà à peu près ce que je pense donc de ce débat sur la Constitution. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que la base électorale au recensement administratif spécial est-il une bonne base de travail pour... Non, assurément non. Je parlais de la Constitution. La Constitution, c'est un problème parmi plusieurs problèmes. Bon, mais il faut quand même l'expliquer. Nous sommes pour le respect de cette Constitution. Maintenant, les conditions d'amendement, s'il y a des insuffisances, elles pourront arriver en leur temps. En termes d'opportunités, j'ai dit, politique, et en termes d'un consensus large. Maintenant, 2016 appelle aux élections présidentielles. C'est vrai que la situation aujourd'hui au Congo ne permet pas de tenir cette élection. C'est pour cela que une coalition des partis de l'opposition, dite l'opposition radicale, a fait une offre politique responsable donc de sortie de crise au Congo, de crise politique. Il propose donc à la majorité au pouvoir d'appeler à une rencontre citoyenne dans laquelle toutes les forces politiques, qu'elles soient de la majorité et de l'opposition, ainsi que la société civile, pour traiter de tous les problèmes qui minent aujourd'hui le Congo. Nous savons tous qu'aujourd'hui au Congo, nous vivons une crise multidimensionnelle sur le plan politique, économique et social. Cette offre politique, la coalition donc des partis de l'opposition, celle qui se reconnaît dans la déclaration du 17 août 2012, ils appellent ça les États généraux de la nation. Les États généraux de la nation, même si ça fait penser aux États généraux qui se sont tenus en France à l'époque du clergé, du tiers-État et de la royauté, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Ce que nous disons États généraux, c'est juste une rencontre où on fait les états des sujets principaux de la société congolaise. Sur le plan politique, le corps électoral n'est pas fiable, d'autant plus que le dernier recensement relatif à cela, aux élections, le recensement spécial, administratif spécial, a suscité beaucoup de réactions, beaucoup d'amertume. Les résultats ne sont pas fiables, ne sont pas corrects. C'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, en Afrique, surtout dans la sous-région, toutes les crises politiques, le problème des guerres civiles et tout, très souvent ont un seul point commun,
qui est la contestation des élections. Alors, la meilleure façon de sortir donc de cette difficulté-là, c'est d'organiser les élections sur la base d'un consensus large, national, d'équité, de clarté. La proposition donc que porte l'opposition dite radicale, la proposition que personnellement je souscris, parce qu'elle est responsable, c'est de reprendre la maîtrise du processus électoral, mais de façon consensuelle. Donc nous avons au Congo des difficultés, il faudrait que la majorité et l'opposition se saisissent de ces sujets pour définir un corps électoral fiable à partir d'un recensement administratif spécial qui suscite l'adhésion de toutes les forces politiques. Deux, la mise sur pied d'une commission électorale indépendante qui aura des missions autonomes depuis la constitution des listes électorales, de la publication donc, et l'affichage des listes électorales, de l'organisation du vote et de la collecte des résultats jusqu'à la publication définitive de ces résultats. Donc cette commission doit se constituer sur cette base-là d'un consensus paritaire entre les partis de la majorité et de l'opposition. À partir de ce moment-là, forcément, une transition s'ouvrira pour que tout cela soit encadré dans un gouvernement qui reconnaît cette union nationale ou encore ce large consensus ou tout simplement un gouvernement de transition qui aura pour mission, je dirais, principale, c'est d'acter les conclusions de ces assises des États généraux. Je dis bien les assises des États généraux, car il s'agit de discuter des problèmes concrets. Que penses-tu de l'opposition dite radicale? Cette opposition est radicale dans le sens où, si j'ai bien compris, elle est ferme sur ses positions. Par exemple, une négociation ou encore un dialogue, une concertation avec la majorité au pouvoir devrait se baser sur des sujets bien identifiés. Par conséquent, elle est dénommée ou qualifiée d'opposition radicale, ce qui suppose en face une opposition dite modérée. L'opposition modérée, c'est celle-là qui est quelquefois, et ça c'est une réalité, il y a des responsables politiques de l'opposition dite modérée, mais qui sont élus avec les voix du parti majoritaire, du PCT. Il y a des sénateurs qui ont été aujourd'hui élus avec les voix de la majorité. Est-ce qu'en ce moment-là, on peut parler d'opposition, fût-elle modérée ou radicale? Non. Quand on est élu dans une coalition ou dans un contrat ou un accord politique avec les partis de la majorité, on n'est plus dans l'opposition. C'est mon avis. Un des autres grands sujets de la place de Paris actuellement, ce sont les Assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique, qui se sont tenues à Paris du 7 au 10 juin de cette année. Qu'en penses-tu? Les assises, évidemment, qui se sont tenues, dénommées les Assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique, sont une très bonne chose, sur la forme, dans le sens où, pour une fois, je dirais une fois de mieux, les acteurs politiques congolais de la place de Paris, de la diaspora de façon générale, se sont quand même retrouvés dans un cadre unitaire pour mettre sur la table le sujet politique du Congo. Ces assises ont le mérite de mettre autour de la table des personnes qui avaient des positions assez éloignées. Première chose. Deuxième chose, ces assises, de mon point de vue, me paraissent être des assises pour la bonne gouvernance du Congo. Je m'explique en ce sens où, à l'intérieur donc des travaux des assises, il y a eu séquençage de toutes les thématiques sur le plan politique, au niveau des commissions par exemple thématiques, une commission constitutionnalité et normes internationales, la commission des forces vives, la commission ressources humaines et péréquation territoriale, la commission des ressources du sol, etc., etc. J'ai plus l'impression d'avoir assisté à des travaux de bonne qualité. J'ai des amis qui ont travaillé dans ces assises, qui ont listé et qui ont bien identifié les problématiques qui s'opposent aujourd'hui au Congo. Mais ce que je crois, c'est que ces assises-là n'ont pas approché le point le plus essentiel, c'est-à-dire
le rapport de force politique. Ce qui est l'alternance démocratique, il faut que nous le sachions. On parle d'alternance, c'est dans un système politique démocratique pluraliste, un certain nombre de partis politiques les uns avec les autres en compétition. Au cours d'une élection majeure, présidentielle ou législative, il y a un parti ou une coalition du parti qui recueille le maximum de voix par rapport à l'autre parti ou coalition de partis. Et à la fin, on dit que cette coalition de partis est majoritaire, donc a gagné. C'est en ce moment-là qu'elle est majoritaire. Et l'autre parti qui a recueilli moins de voix que la première coalition, elle s'inscrit dans l'opposition. Mais il faut le comprendre, l'opposition ici n'est pas l'ennemi ou la négation de la majorité. Non, l'opposition c'est un moment historique dans la vie d'un parti qui consiste au niveau des assemblées, soit l'Assemblée nationale pour les législatives ou dans des assemblées locaux. L'opposition critique les politiques, la gestion, je veux dire, essentiellement des équipes au pouvoir. Donc l'opposition a cette mission constitutionnelle de contrôler, de critiquer la majorité, de faire des propositions et en même temps de construire un projet alternatif. Donc à l'issue d'une mandature, un mandat présidentiel ou législatif, ces partis-là vont une fois de plus à une élection majeure et si le projet du parti politique qui se trouvait dans l'opposition ou leur coalition recueille le maximum, beaucoup plus de voix que l'équipe qui était au pouvoir, en ce moment-là, cette opposition devient majoritaire pour exercer le pouvoir soit exécutif ou le pouvoir législatif. À partir de ce moment-là, l'opposition qui redevient la majorité. Or, aujourd'hui, les assises ont mis en exergue dans la maîtrise du rapport de force, puisqu'il y a une verticale qui vise l'alternance démocratique. C'est en cela que je pense qu'ils doivent aller beaucoup plus loin dans la méthodologie, sinon les mises en œuvre des résolutions pour rendre vraiment possible l'alternance démocratique. Quelle conclusion voulez-vous apporter à cet entretien? En conclusion, je dirais que, en ce qui me concerne, comme la plupart d'acteurs politiques qui se reconnaissent dans le combat que nous portons, c'est-à-dire la dynamique pour arriver à la réhabilitation de la démocratie et la construction de l'état de droit. L'état de droit suppose le respect de la Constitution, des libertés fondamentales, de la pratique politique réelle, la liberté d'association et de manifester, de la libre circulation des individus, de tous les Congolais, des acteurs politiques. C'est ça que j'appelle l'état de droit. Il faut comprendre une chose, c'est que dans la plupart des grands pays, comme la France, les États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a des alternances politiques. La pratique de la démocratie, de façon alternative, est favorable au progrès sous toutes les formes, au progrès économique, au bien-être des populations. Ce que je souhaite, c'est que la majorité des Congolais, des acteurs politiques, se mettent quand même en tête qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, pour étudier. Il y a un temps pour s'instruire. Il y a un temps pour construire un projet politique. Il y a un temps pour prétendre diriger, dans le sens où on se présente devant les suffrages des Congolais. Il y a un temps pour exercer les hautes responsabilités, il y a un temps pour la retraite et il y a aussi un temps pour la fin de la vie. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que ce n'est que dans la compréhension de ce cycle de la vie que nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter à la nature et non la nature qui s'adapte à nous. J'ai toujours tendance à dire, en conclusion, pensons global et agissons local. Penser global, agir local. Penser global, c'est penser l'intérêt général, l'intérêt de tous les Congolais. Et agir local, c'est agir chacun selon ses moyens, là où il se trouve, pour apporter sa contribution dans la construction donc, de la nation.